Bonjour à tout le monde, bienvenue sur mon vlog. Alors écoutez, aujourd'hui une vidéo qui ne va pas du tout parler, des prochaines législatives, hein. Mais bon, on peut dire que c'est une vidéo d'actualité tout de même. Ça fait longtemps que j'ai envie de la faire parce que, en dehors de l'actualité, ben, la question du vote, elle est fondamentale dans la démocratie. Donc, tout ce que je vais dire, restera valable, hein, après les législatives, pour tout type d'élection. Alors, pourquoi à mon avis, il faut voter? C'est la question que je pose et je vais commencer, hein, par, l'antithèse, hein. C'est-à-dire que je vais d'abord voir un petit peu quels problèmes, réels problèmes de la démocratie française aujourd'hui, en Ve République, conduisent à l'abstention. Alors, le problème le plus flagrant, je pense, c'est la déception généralisée, hein. C'est dû au fait que, eh bien, bah, nos votes n'ont pas souvent été suivis des faits, hein. Moi, j'ai été convaincu, quand j'étais jeune par François Hollande qui disait que son ennemi était la finance, hein. J'ai voté pour lui au second tour, de la présidentielle de, 2012, je crois. Il me semble que c'était 2012, oui, et j'ai été déçu. J'étais déçu, il n'a pas du tout combattu la finance. Il a fait une liste noire, des paradis fiscaux, qui ne sert à rien et voilà. Donc c'est lamentable, c'est vraiment lamentable. Donc un des premiers problèmes à régler, c'est le fait que les promesses de campagne, ne soient pas contraignantes. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment dissuader de voter. C'est-à-dire que, les promesses des candidats ne les engagent pas. Voilà. Hem, Dans la démocratie athénienne, qui était loin d'être parfaite, hein, notamment parce que les femmes en étaient exclues, hein, voilà, et que c'était encore une société qui pratiquait l'esclavage, et cetera. Mais donc, sans dire que la démocratie athénienne était un modèle, il y a un aspect de la démocratie athénienne que j'aimerais voir arriver, en France un jour, c'est le fait que, les personnes qui ont exercé des charges politiques, doivent rendre des comptes. Voilà. Et que si, elles n'ont pas, mené leur mandat, de la façon qui était attendue, par les électeurs, eh bien elles soient sanctionnées, qu'elles soient lourdement punies. Pas nécessairement les mêmes sanctions que dans l'Athènes, du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais sanctionnées lourdement. Bien, donc déjà il y a cet aspect, les programmes, sont, des stratégies marketing, hein, qui sont là pour, séduire une partie du marché électoral, et c'est frustrant, c'est frustrant. Donc ensuite, ce qui peut être fatigant aussi, c'est, le fait que les candidats, on sont présentés de façon médiatique, un petit peu comme des espèces de champions, des espèces d'athlètes, qui ont un trophée à remporter. Et ça aussi, c'est extrêmement agaçant. C'est un petit peu comme s'ils devenaient un petit peu des vedettes, des célébrités, des people, et ce n'est pas ce qu'on enfin, en tout cas des électeurs comme moi, ce n'est pas ce qu'on veut, en fait. Hem, je trouve que les charges, politiques aujourd'hui, hem, elles donnent vraiment l'impression, la façon dont les élections sont présentées en tout cas, ça donne vraiment l'impression qu'on va se choisir un champion, qu'on va se choisir un chef ou une chef, hein, qu'on va se choisir finalement, un monarque. Un monarque. Moi je trouve que c'est trop monarchique encore. C'est trop monarchique. En fait, à partir du moment où on pratique, ce que j'appelle, l'incarnation dans la vidéo, que je vous invite à regarder, hein, la vidéo où je dis qu'il faut arrêter d'être fan, qu'il faut arrêter d'avoir des idoles, hem ben, c'est ça, hein, c'est que à partir du moment où on confond l'État et la personne qui prend en charge une des missions, de l'État, eh bien, on est toujours, mentalement, on est toujours dans la monarchie, en fait. J'aimerais qu'un jour, on rappelle aux gens que, dans la démocratie, le peuple est souverain. En fait, le patron, c'est le peuple, le chef, c'est le peuple.
Et les élections, ce sont des recrutements. Des recrutements, c'est-à-dire qu'en fait, nous, le peuple, nous sommes le patron et nous avons des postes à pourvoir dans notre entreprise, qui est en fait l'État, hein, et nous organisons un recrutement. Et donc finalement, ce qu'on appelle les campagnes électorales, ce sont en réalité des entretiens d'embauche, hein. On fait passer les candidats l'un après l'autre devant les caméras, on leur demande ce qu'ils proposent, on leur demande leur parcours, et on cherche un petit peu à les tester, hein, à voir ce qu'ils ont dans le ventre, pour juger à la fin s'ils méritent d'être embauchés à ce poste ou pas. Voilà, donc j'aimerais qu'un jour on se souvienne que le président est au sommet d'une hiérarchie, hein, la hiérarchie des fonctionnaires, mais qu'au-dessus de toute cette hiérarchie, et donc au-dessus du président, le vrai patron, c'est nous. Et j'aimerais que les candidats se comportent de façon plus humble et qu'ils demandent vraiment à servir, parce que la fonction publique est un service. C'est le mot exact, hein. Ils sont là pour être au service des citoyens. Et je n'ai pas l'impression que c'est cet aspect qui est le plus mis en valeur. Un autre problème qu'on a qui peut dissuader les gens de voter, c'est le chantage permanent au vote utile, hein. On a l'impression que voter pour ce qu'on appelle honteusement d'ailleurs les petits candidats, c'est inutile. Bah, ça provoque de l'abstention parce que si on me présente seulement 2 candidats comme pouvant prétendre au titre, au trophée, hein, et que moi je ne me reconnais dans aucun de ces 2 candidats, eh bien on me signifie qu'il est inutile de voter pour les 18 autres. Voilà, et c'est énervant, c'est énervant. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour régler cela? Ben, il faudrait d'abord considérer un vote, une élection, comme avant tout l'expression de la volonté des citoyens. C'est comme un grand sondage d'opinion finalement. Et donc quand vous votez, vous devez absolument voter pour le candidat qui correspond le mieux à vos idées, parce qu'à la fin, les résultats, certes, les résultats vont définir un vainqueur ou une, hein, mais les autres votes ne vont pas devenir lettre morte. Les autres votes signifient toujours quelque chose. Lorsque vous votez pour un candidat qui n'a pas, à la fin, gagné, votre vote exprime toujours votre opinion, il est toujours valide, il a toujours une valeur inaliénable. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour régler ça? Il faudrait un système, je ne sais pas lequel. On parle par exemple d'installer la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas? D'installer cette proportionnelle. À la place de faire des votes en 2 tours aux législatives, on pourrait mettre une vraie proportionnelle. Et là, tout le monde verrait le résultat concret, direct de son vote. Son opinion serait automatiquement représentée, même dans des petits partis. Parce qu'avec la proportionnelle, même les petits partis, ils auraient 1, 2, 3 députés à l'Assemblée nationale. Tous. Presque tous. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour encourager les gens à voter, c'est un sujet important. Ou alors, peut-être pas la proportionnelle, parce qu'il y a des gens qui ont peur que ça bloque toute action politique, hein, que ça crée automatiquement, comment on appelle ça? Du blocage parlementaire, je crois. Si ce n'est pas la proportionnelle, il faudrait peut-être inventer un système quelconque qui oblige le vainqueur, ou enfin l'homme ou la femme qui gagne, à tenir compte de tous les résultats. C'est un petit peu ce que Macron avait promis, hein. Il avait promis qu'il serait le président de tous les Français et qu'il tiendrait compte de tous les votes. Donc qu'il tiendrait compte du pourcentage qu'avaient obtenu au premier tour les écologistes,
qu'avait obtenu la France insoumise, qu'avait obtenu le Rassemblement national. Bon, je ne vais pas me prononcer sur le résultat, mais je crois que beaucoup de Français n'ont pas été convaincus, hein. Ensuite, on a un autre problème, c'est que le vote blanc n'est pas comptabilisé. Le vote blanc n'est pas comptabilisé, et ça, c'est un gros problème de démocratie parce que on est censé considérer le vote blanc comme étant l'expression d'une opinion lui aussi. C'est une opinion à part entière, le vote blanc. C'est un choix. L'abstention, c'est un non-choix, mais le vote blanc est un choix qui a sa valeur propre, autant que les autres votes. Et il faudrait qu'il soit comptabilisé. Ouais. Alors pourquoi je pense qu'il faut quand même voter? Parce que dans tous les cas, le sondage d'opinion, il va garder sa valeur même si la personne qui gagne n'en tient pas compte. La démocratie n'a pas de sens, n'a aucun sens, si les citoyens n'expriment pas leurs opinions par le vote. Voilà. Donc, simplement pour le fait de jouer le jeu de la démocratie et de montrer qu'on y tient, de montrer qu'elle est précieuse pour nous, sans être certain que la personne qui va gagner va tenir compte de tous les votes, sans en être certain, il faut tout de même voter. En fait, quelqu'un qui fait le choix de l'abstention abandonne sans s'en rendre compte l'idée même de démocratie. C'est mon avis. L'espace commentaire est là pour ceux qui ont un avis différent, celles et ceux. Ensuite, lorsque aucun candidat ne correspond à nos idées, le vote blanc n'est pas la seule solution. Parce que, en réalité, vous savez que la vie politique est faite de compromis, hein. En tout cas, les personnalités politiques sont censées faire sans cesse des compromis. Pour pouvoir justement gouverner, il faut ménager un petit peu les sensibilités politiques et essayer de trouver des formules qui vont, sinon plaire, du moins ne pas trop déplaire à l'ensemble des citoyens. Et donc nous, en tant qu'électeurs, nous aussi, nous devons faire des compromis. Puisque finalement, aucun candidat ne correspondra parfaitement à l'ensemble de nos opinions. On ne va pas voter forcément pour le candidat qui dit tout ce qui nous plaît. On va voter pour celui qui, voilà, dont le programme a le plus gros pourcentage de compatibilité avec nous. Moi, dans mes votes précédents, à aucun moment, je n'ai été en accord avec l'ensemble d'un programme. En général, quand je vote pour un programme, il correspond à peu près à 75% de mes idées. Jamais plus. Et donc là, c'est pareil, hein, s'il y a des choses qui vous dérangent dans l'ensemble des candidats, demandez-vous quand même, avant de voter blanc, demandez-vous quand même s'il n'y a pas au moins un ou une candidate dont le programme correspond à un peu plus de 50% de vos idées. Parce qu'à partir du moment où un programme correspond à plus de 50% de vos idées, vous avez finalement plus à perdre qu'à gagner si vous votez blanc ou si vous vous abstenez. Bah oui, c'est un petit peu ça c'est un petit peu comme ça qu'il faut réfléchir, je pense. S'il y a 55-60% d'un programme qui vous convient, vous avez normalement plus à gagner qu'à perdre en choisissant ce ou cette candidat-candidate, parce que la majorité des décisions qui vont être prises vont être en conformité avec vous. Voilà, pas toutes, mais la plupart. Voilà. Et alors, si vraiment il n'y a aucun candidat dont les idées correspondent à plus de 50% à ce que vous pensez, le vote blanc est quand même intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui demandent à ce que le vote blanc soit reconnu. Et si on ne continue pas à voter blanc, le gouvernement ne prendra jamais cette demande au sérieux. En fait, bon, je ne dis pas qu'il faut tous voter blanc, hein, pas du tout. Ce n'est pas du tout l'idéal, hein. Idéalement, chacun doit trouver un candidat ou une candidate qui lui convient. Mais le fait est que si les abstentionnistes qui s'abstiennent parce qu'aucun candidat ne leur correspond, à la place de s'abstenir, votaient tous blanc, la demande de reconnaissance du vote blanc aurait plus de poids. Et elle finirait par être adoptée. Il faut y croire, hein.
C'est comme ça qu'on change les choses. C'est en persévérant. Il faut persévérer. Et enfin, euh, pourquoi il y a un danger dans l'abstention? Parce que plus il y a d'abstention, plus c'est facile de truquer des élections. Voilà. En fait, si vous prenez des candidats qui sont manipulateurs, qui sont corrompus, qui sont prêts à tricher, à acheter des votes ou à bourrer des urnes, eh bien, vous leur facilitez la tâche, en fait, en vous abstenant. Je crois que je n'ai pas besoin de prouver cette affirmation. Enfin, pour ceux qui ont besoin de preuves, vous pouvez chercher. Alors, bon, désolé, je ne fais jamais de recherche préalable à mes vidéos, mais vous pouvez chercher le travail d'un journaliste à Marseille sur la façon dont le clan Guérini, je crois, c'est Guérini, me semble, réussissait à truquer certaines élections municipales. Et vous allez vous rendre compte que ça devient vraiment facile avec de l'abstention. Parce que si vous prenez une ville, allez, on va imaginer qu'à Marseille, il y a 1 million d'électeurs. En fait, je ne sais pas, hein, mais 1 million, c'est un chiffre rond. Voilà. Imaginons qu'à Marseille, il y ait 1 million d'électeurs. Imaginons maintenant que sur ce million d'électeurs, il y ait 60% d'abstention municipale. Bon, ça fait qu'il n'y a plus que 400 000 personnes qui vont voter. Bon. Sur ces 400 000 personnes, les sondages vous indiquent que votre base fidèle, hein, votre base électorale, c'est déjà à peu près de base 40% des voix. Voilà, a priori, vous pouvez compter dessus. Ces personnes-là voteront sans que vous ayez besoin de les acheter. Bon. Donc il vous manque 10%. Il vous manque 10%, et 10% de 400 000, c'est 40 000. 40 000. Je vous rappelle qu'à la base, je suis parti de 1 million. Hein. Donc, grâce à l'abstention, sur 1 million d'électeurs, le candidat n'a besoin d'acheter que 40 000 votes, ou de tricher sur 40 000 votes. C'est un très faible pourcentage de 1 million, 40 000. Et donc là, et d'ailleurs, en fait, je dis 40 000, mais là, il me semble bien que dans l'enquête de ce journaliste, les chiffres étaient encore plus faibles que ça. C'était encore moins de 40 000, pour vous dire à quel point c'est troublant. Et bon, après, évidemment, comment il achetait les votes, ce candidat? Eh bien, si j'ai bonne mémoire, il se rendait dans des cités, il s'entretenait avec des personnes, on va dire, qui dirigeaient officieusement ces cités-là, qui avaient une grande influence dans ces cités. Il se passait des deals avec, et moyennant finance, hein, et moyennant aussi des bus, il me semble, hein, les fameux bus électoraux là qu'on remplit de gens qu'on conduit au bureau de vote pour les faire voter pour nous, eh bien, le nombre nécessaire de votes a été réuni très facilement et très rapidement, en pleine illégalité, hein, de la corruption, mais vraiment patentée, qui se cache à peine. Et grâce aux abstentionnistes, ben, c'était facile. C'était facile. Vous voyez, c'est un gros risque. En fait, la démocratie ne fonctionne pas avec l'abstention. Et j'entends de plus en plus de gens dire tout le temps que finalement, si on prend l'ensemble des électeurs du premier tour des présidentielles et qu'on calcule combien d'électeurs sur l'ensemble, hein, c'est-à-dire en comptant les abstentionnistes, combien ont voté Macron dès le premier tour, c'est-à-dire qui voulait vraiment Macron comme président, eh bien on dit que finalement, il ne gouverne qu'avec 17% des Français. Et on conteste sa légitimité en disant cela. Alors effectivement, 17%, c'est trop peu. Effectivement, il a un problème de légitimité. Et comme il a un problème de légitimité, il a un problème d'autorité. Et ça compromet le fonctionnement de la République. Mais merci qui? Merci les abstentionnistes, en fait. Si on a aujourd'hui de plus en plus souvent des présidents qui ont un problème de légitimité, c'est à cause de l'abstention. Et on ne va jamais s'en sortir avec ça. Avec 50% d'abstention à une élection, on a la garantie que le gagnant ou la gagnante manquera de légitimité.
C'est garanti, c'est automatique. Donc voilà, j'invite aujourd'hui, les personnes qui m'écoutent à réfléchir vraiment à la question, suivante: «Est-ce que vous aimez la démocratie? Vraiment? Ou est-ce que vous souhaitez un autre régime politique?» Parce que, si vous aimez vraiment l'idée de démocratie, l'abstention n'est pas une réponse pertinente. Hem, il reste le vote blanc, et dans tous les cas, vous pouvez faire des compromis avec vous-même et choisir, comme j'ai dit avant, des candidats qui correspondent plutôt à vos convictions, voilà, à plus de 50 au moins, voilà, pour que vous ayez plus à y gagner qu'à y perdre et hem et vous pouvez toujours soutenir, à côté de ça, des pétitions ou des sondages, ou écrire des lettres à vos députés, hein, parce que c'est très facile, d'écrire un mail à son député, pour et lui demander, à ce que le vote blanc soit reconnu, à ce qu'on mette en place, un système de promesses de campagne, heu, plus contraignantes, hein, pour éviter, que ça soit la foire aux mensonges à chaque campagne avec des promesses qui n'engagent personne. On peut demander carrément une sixième république. Alors pas nécessairement celle de Mélenchon, hein, et on peut demander, des changements profonds dans la constitution, qui vont obliger, les vainqueurs, à, prendre en compte l'ensemble des citoyens. En fait, on peut toujours peser dans la balance et tout ça, c'est de la démocratie, hein. Il n'y a pas que les élections. Il y a tout un tas de dispositifs en France. J'ai parlé des mails aux députés, mais en fait, il y a d'autres dispositifs, hein. Si on fait un petit effort, il y a des façons en France d'exprimer son opinion, de faire des demandes, de peser dans les choix politiques. Bien, donc n'hésitez pas à écrire des commentaires, pour exprimer le fond de votre pensée. Moi, j'accueille totalement les désaccords et les critiques. Je suis totalement ouvert d'esprit. Ce qui ne signifie pas que je vais changer d'avis pour adopter le vôtre, hein, bien sûr. Vous ne pouvez pas exiger cela. Bon, mais en tout cas, je laisse la porte ouverte, à des précisions, à des nuances, à des corrections, hein. Voilà, donc n'hésitez pas, exprimez-vous, et moi, je vous conseille d'aller voter, toujours, de vous exprimer du plus de façon possible en dehors des élections, et d'aimer la démocratie. Parce que c'est peut-être, le pire de tous les systèmes à l'exception de tous les autres. Donc le moins mauvais, hein, c'est peut-être le moins mauvais système politique. Donc si c'est le moins mauvais, il faut peut-être, faire en sorte, de le conserver le plus possible, de le faire fonctionner, d'assurer un minimum de légitimité à nos dirigeants politiques, tout en se souvenant que le patron, c'est nous. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et réfléchissons bien.